Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Alors, Baratin, etc., c'est mon agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes. Si vous êtes entrepreneuse ou si vous travaillez dans une entreprise qui cherche de la création de contenu, n'hésitez pas à faire appel à moi. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez toujours laisser une note et un commentaire à Genre de Fille sur Apple Podcasts et Spotify. S'il vous plaît, faites-le, mais surtout, abonnez-vous. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Lucille Quillet. Lucille est experte de la vie professionnelle des femmes. Elle est journaliste indépendante et autrice de l'essai Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, et du livre de coaching Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière. Elle écrit aussi pour le lab de Welcome to the Jungle. Et donc, dans son dernier livre, intitulé Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, Lucie y interroge le poids des attentes et les injonctions qui pèsent toujours sur les femmes vivant en couple hétéro et surtout fait le calcul de ce que tout cela coûte littéralement aux femmes. Alors, spoiler alerte, ça nous coûte très, très cher. Bonjour Lucie, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu? Eh bien, bonjour Anne-Laure, merci, pour l'invitation. Moi, ça va bien. Ouais, écoute, c'est ce que je disais aussi dans l'introduction. Enfin, c'est ce qu'on disait toutes les deux avant que l'enregistrement commence. Ça fait un bout de temps que je suis ton parcours, tes posts sur Instagram. On en reparlera un peu plus tard. J'aimerais qu'on parle un peu plus en fait de ton dernier livre qui s'appelle Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. On en a beaucoup entendu parler, ça a été pas mal relayé. Et moi, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi ça semble être l'arnaque du siècle d'être en couple quand on est hétéro aujourd'hui? Voilà, faut que je résume le livre, il fait Non, non. 250 pages. Heu, Ça semble en fait, alors, à la base, ça semble pas être l'arnaque du siècle. Ça semble être, l'accomplissement, d'une vie, tu vois? Être en couple, être aimé, avoir une famille, avoir des enfants, tout ça. C'est le conte, hétéro, parfait. Donc c'est vrai que ça semble pas trop être une arnaque. Après moi, si tu veux, au fur et à mesure de mon activité de journaliste, donc écrivant sur des sujets de société et sur le travail des femmes, j'ai été amenée à faire plusieurs articles, donc à travailler plusieurs angles différents sur la contraception, sur la sexualité, sur le travail des femmes, sur l'impact de la vie privée sur le travail des femmes, sur les complexes des femmes vis-à-vis de leur corps, de leur beauté. Donc c'est plus en fait tout ça mis bout à bout, si tu veux, où je me disais, mais il y a quand même une traduction financière qui est défavorable, à la fois dans l'argent qu'elles vont dépenser pour, avoir accès au couple, ce que j'appelle pour être la bonne candidate au couple hétérosexuel, avant même d'être en couple. Donc quand voilà, tu as toutes ces dépenses sur la beauté pour remplir la prescription hétérosexuelle d'être, coiffée, maquillée, bien apprêtée. On dit que c'est prendre soin de soi, épiler, faire attention à son poids, voilà, tout ça qui est quand même pour correspondre à une image de la femme, hétéronormée, séduisante, qui est définie par le male gaze. Ouais. Bon voilà, je vais Oui. m'arrêter là, sinon après je vais continuer pendant 3 heures. Tu as aussi la charge contraceptive, donc tout ce qu'on va dépenser comme argent et puis aussi comme temps, et comme énergie dans la prise en charge de la contraception. Ça, c'est un travail qui est fait, par une immense majorité par les femmes et pour Ouais. lesquelles on ne pense pas forcément partager. Et même quand on est en couple, tu vois, c'est vrai que est-ce qu'il y a beaucoup de couples, où l'homme paye au moins 50 de la contraception? Bah, pas forcément, alors Non. qu'il en bénéficie tout autant, tu vois? Moi, j'aime bien dire, les hommes, n'ont pas eu les enfants dont ils ne voulaient pas, parce que les femmes ont fait ce travail. Voilà, sauf qu'on se dit: «C'est un droit des femmes, donc surtout pas touche, pas d'ingérence, des hommes, nin nin». OK, pas d'ingérence, mais en fait, ça n'empêche pas de payer 50 au moins. Et je dis au moins parce que c'est vrai que quand tu te déplaces chez le gynéco, que tu poses une RTT ou des voilà, que tu as les examens, tout le suivi qui n'est pas forcément, l'expérience la plus agréable au cours d'une vie, bon, Ouais. tu pourrais te dire qu'en fait, tu pourrais aussi payer plus. Enfin bref, Oui, et puis tu peux voilà, te donc dire aussi c'est d'ailleurs, les hommes, ils sont fertiles 30 jours par mois, nous, c'est 4 jours.
Je Ouais, veux dire, ça pourrait être eux aussi. À bien quel sûr. moment, toi, tu t'es dit, parce que ça Ouais, faisait plusieurs années quand même que tu écrivais ouais, des sujets mmh, justement sur la carrière pro des femmes, à quel moment ouais. tu t'es dit, ah, il faut que j'écrive un bouquin là-dessus? C'est pas venu du jour au lendemain. Ouais. C'était plus progressif, au fait, au fur et à mesure, si tu veux, des articles et des prises de conscience. Moi, j'avais notamment écrit sur la séparation et le fait qu'après une rupture amoureuse, tu as une perte du niveau de vie de 20 pour les femmes et de Ouais. seulement 2 à 3 pour les hommes. Et sachant que dans la grande majorité des cas, elles ont en plus la garde exclusive des enfants, tu as ce que j'appelle un peu le syndrome Mary Poppins. Tu demandes à la personne qui a le moins d'en faire le plus. Et la pension alimentaire moyenne, c'est 170 € par mois par enfant. Donc en fait, il y avait aussi quelque chose de très choquant de dire, attends, je comprends pas, elle gagne moins, elle a plus de charges. Alors après, on va dire, oui, mais bon, c'est parce qu'elle travaillait moins. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, m'énervait quand j'écrivais sur le travail des femmes et qu'on disait, oui, mais bon, une femme, elle passe à temps partiel, elle est quand même bien contente de ne pas travailler et c'est son conjoint qui va plus payer. Oh là J'étais là. là, mais quelle ingratitude, en fait, Ouais. parce que s'occuper des enfants, c'est du travail. S'occuper de la charge domestique, c'est du travail. Sauf que ce travail-là ne produit pas de salaire, ne produit pas de droit au chômage, ne produit pas de droit à la retraite. Donc, il y avait aussi quelque chose que je trouvais assez gonflé, tu veux, de dire les femmes sont entretenues, elles ont quand même de la chance, tandis que les hommes s'embêtent au travail dans des carrières où ils font des gros horaires, où ils sont fatigués. Ah oui, mais en fait, ce capital qu'ils créent, il est en leur seul nom et elles n'auront rien derrière alors qu'elles dégagent du coup enfin, une opportunité pour eux en temps. Donc ça, si tu veux, voilà, ça m'énervait. Après, moi, je me suis spécialisée sur le travail des femmes au début par un biais très empowerment, tu vois? C'était très, voilà, on dit aux femmes: «Osez, soyez Mmh. audacieuses», mais on leur dit pas comment. Donc moi, j'ai envie d'interviewer des coachs, de faire des papiers un peu pratiques et concrets avec des conseils. Donc voilà, c'était très dans l'esprit, coaching pro, empowerment. J'ai écrit un livre, de coaching pro. En ce moment, je suis en train de faire une formation pour être coach, donc si tu veux, Oui, j'ai j'ai pas vu, non plus ouais. abandonné ce volet-là que je trouve très important. Mais, en parallèle, quand j'écrivais des articles avec des témoignages de femmes, de sociologues, voilà, on voit bien que, on peut avoir tous les conseils de coaching pro qu'on veut au monde. Au bout d'un moment, on est dans une société où le sexisme est encore inexistant, où les inégalités au sein du couple sont fortes, où la charge parentale pour les femmes est beaucoup plus forte et impacte leur carrière. Donc, si tu veux, c'était vraiment le carrefour entre voilà, la société, le sexisme, le travail, la vie personnelle. Et en fait, le travail des femmes, enfin, voilà, était au carrefour de toutes ces dimensions. Et je me dis, mais c'est un sujet politique, en fait. C'est forcément un sujet politique, mais comment est-ce qu'on en parle sans être toujours dans le ah bah oui, mais bon, les femmes choisissent. Parce que c'est ça Mmh. qu'on dit. Et tu vois, même après, lors des séparations, ah bah oui, mais madame, vous avez moins de revenus, mais vous avez décidé de vous mettre à temps partiel. Ou ah bah oui, mais vous avez décidé de vous arrêter pendant 5 ans pour vous occuper de vos C'est enfants. Alors vraiment bon, encore comme ça? C'est vraiment encore comme ça le oui, bah, oui, ouais, oui. Ah oui, ouais. oui. Donc je trouvais ça un peu, rageant d'être toujours, voilà, à renvoyer la responsabilité aux femmes sans regarder le contexte, alors qu'elles essaient justement de gérer entre toutes ces injonctions de la société, de ce contexte, cet environnement qui donne une équation un peu impossible, quoi. Voilà, après, je me disais, du coup, il faut parler de tout ça. Il faut parler des inégalités, voilà, de la contraception, du travail, de la séparation, tout ça. Et donc, je savais que je voulais faire quelque chose sur le couple. Et puis, en fait, en parallèle, j'avais quand même écrit plusieurs fois des choses sur l'argent, sur le fait que voilà, on dit l'argent, les femmes, elles savent pas trop y faire, c'est pas vraiment leur truc. La déclaration d'impôt, c'est toujours l'homme qui s'en charge au sein du couple. Puis bon, elles n'en gagnent pas beaucoup, donc au final, c'est jamais vraiment un enjeu pour elles et tout. Et je me disais, mais en fait, si on chiffrait le coût en fait de tout ce travail supplémentaire qu'elles font au nom du couple et de la famille et de cet idéal de vie hétéro, là, on pourrait peut-être parler tous le même langage et on arrêterait de toujours renvoyer les femmes à leur subjectivité en disant oui, mais bon, tu as choisi. Ok, ok, peut-être qu'elle a choisi, mais du coup, en fait, en traduction, chiffré, ça coûte quand même ça. La charge esthétique, c'est ça. Alors, ok, on choisit de se maquiller, mais rendez-vous compte que ça peut aller dans des montants de plusieurs milliers d'euros. Enfin, voilà, sur l'épilation, c'est un chiffre subjectif sur lequel je suis arrivée. Moi, j'ai regardé à peu près en moyenne, si on va dans un cabinet esthétique chaque mois se faire un forfait classique jambes, maillot et sel,
j'ai trouvé un chiffre moyen 60 € par mois. Si on multiplie sur 30-35 ans, on arrive à plus de 20 000 €. Voilà, juste se dire, OK, on choisit de s'épiler, mais 20 000 € quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi avec 20 000 €? Donc, c'est là où je trouvais que j'ai trouvé mon angle, on va dire, d'être dans les chiffres, à la fois les chiffres des statistiques. Et merci l'INSEE et merci toutes les chercheuses et les sociologues qui ont fait ce travail-là, des statisticiennes, parce que moi, sans ces chiffres, j'aurais pas pu apporter des preuves à ce que je soutenais. Et puis, il y a aussi les chiffres de l'argent, en fait. Alors, je me disais, bon, tout le monde va trouver ça hyper vulgaire de parler d'argent, alors que le couple, c'est le lieu de l'amour et du don de soi, etc. Mais en fait, vu qu'on est dans une société capitaliste qui valorise les choses et à travers ce que ça produit, les dépenses, les recettes, tout ça, on va parler un langage commun et peut-être qu'on écoutera un petit peu, qu'on va donner plus de reconnaissance aux dons invisibles qui sont faits par les femmes pour leurs conjoints, mais aussi pour la société et aussi pour l'État. C'est pas que pour les conjoints. Voilà. Bon, après, je vais m'arrêter parce que sinon, je vais dérouler Non, mais c'est hyper pendant 4 intéressant. Ouais. heures. Ouais. Moi, j'avais vraiment découvert ça. C'était avec le podcast de Titu Lecoq qui s'appelle Ouais. Rends l'argent. Je trouve que c'était Ouais. déjà une première. Et d'ailleurs, elle raconte son exemple où elle dit qu'en gros, ils n'avaient pas de compte. Ils avaient un compte, chacun leur compte, et qu'en fait, elle faisait pas justement, ils ne faisaient pas les comptes. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, et elle en parle aussi dans son livre sur la charge mentale, tu sais, qui s'appelle Libérer, le combat Libéré. se joue. Ouais, exactement. Ouais. Elle dit qu'en fait, tout ce qui touche à la sphère domestique, et en plus l'argent au sein d'un foyer, ça ne devrait pas être tabou, et on pourrait se poser autour d'une table. Et aimer l'autre, c'est aussi dire, c'est parce que je t'aime que on va parler de ça et que je me soucie de toi. Si demain je suis plus là, comment tu vas faire? Enfin voilà. Et tu l'as dit dans un post aussi, toi, cette semaine, tu en parlais. Complètement. Aimer l'autre, Ouais, c'est ouais. pas forcément idéaliser. Aider l'autre, c'est aussi se dire, c'est imaginer aussi le pire et voir comment concrètement, Ouais. s'il y en a un des deux qui est Complètement. plus là, quoi. Ouais, parce que le truc, c'est qu'on peut donc prendre conscience de tout ça. Après, il y a la discussion. La discussion, elle est encore compliquée Ouais. parce que déjà, l'argent, c'est un sujet qu'on trouve pas féminin, qui est quand même tabou pour les femmes, parce qu'on est éduqué dans l'idée que l'important, c'est d'être aimé, c'est pas d'être riche, alors que les hommes, eux, sont beaucoup plus valorisés pour avoir du pouvoir, de l'argent. Voilà. Et bon, il y aura peut-être une femme qui les aimera dans le lot, notamment pour ces raisons-là. Enfin bref, voilà, ça, c'est des stéréotypes hyper sexistes. Mais en fait, on a mis en opposition l'amour et l'intérêt pour l'argent pour les femmes. Donc en fait, si tu es vraiment amoureuse, tu ne comptes pas. Et c'est vilain de compter. Et voilà, et c'est vraiment l'adage, quand on aime, on ne compte pas. Donc, parler d'argent, ça veut dire qu'on est égoïste, qu'on est individualiste, qu'on n'est pas vraiment amoureuse, qu'on n'a pas, on est dans la mesquinerie de faire des comptes, alors qu'en fait, le plus important, c'est d'être aimé. À l'inverse, je trouve qu'un homme qui va parler d'argent dans son couple, il sera beaucoup moins jugé, parce qu'on va se dire, oui, mais quand même, c'est un homme, donc il a sans doute plus d'argent, donc il a des choses à protéger. Et puis, il y a des femmes qui sont vénales et qui sont intéressées, donc c'est légitime pour lui en parler. Voilà. Une femme qui va dire à son conjoint, mais en fait, moi, je perds de l'argent quand je passe à temps partiel pour éduquer nos enfants, on va lui dire, mais quand même, c'est indigne, elle voudrait être rémunérée pour éduquer ses enfants, et puis elle a de la chance de pouvoir s'occuper de ses enfants, c'est merveilleux pour une femme. Enfin, tu vois, Ouais, c'est complètement. vraiment un peu la discussion impossible. Et voilà, et moi, c'est vrai que je dis, mais en fait, quand on aime, on compte. Parce que vous ne voulez pas léser l'autre, parce que vous voulez le protéger si jamais il y a un accident, parce que c'est une marque de transparence et de confiance aussi. Après, ce n'est pas évident parce qu'on a tous ces stéréotypes avec lesquels on a grandi, qui sont ancrés en nous. Donc, souvent, je dis, donnez-vous du temps, il y a plusieurs rounds de conversation là-dessus, mais vos ressentis, ils sont légitimes, c'est important de les formuler. C'est important de s'écouter et aussi de se remettre en question. Je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui pourraient se mettre sur la défensive. Par exemple, de dire, mais attends, on me dit que j'arnaque ma femme, mais moi, je suis celui qui fait des horaires pas possibles au travail, qui dépense le plus pour la famille, quand même. Oui, donc très bien, c'est vrai. Mais
rendez-vous compte, messieurs, que vous avez des droits au chômage et des droits à la retraite avec ce travail-là. Ouais. Et que c'est en votre seul nom. Et que votre conjointe qui s'adapte ou qui refuse une promotion, ou qui voilà, bah, elle n'aura pas ça. Donc, on peut entendre tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans cette conversation. Et même moi, je trouve ça très important que les hommes partagent leurs ressentis. Parce que quand on dit, désolé pour l'expression, mais je me fais chier au travail pour ma famille, ah, bon, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Est-ce que ça ne serait pas toi qui pourrais t'adapter à un travail peut-être moins rémunéré? Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir cette logique du plus gros salaire qui l'emporte? Hein, dans 75% des couples, c'est l'homme qui gagne plus. Donc, forcément, ça, je veux dire, c'est pragmatique. C'est comme quand on se dit, ah bah, les hommes ne prennent pas le congé parental. Mais c'est pragmatique de ne pas prendre le congé parental quand vous êtes le plus gros salaire du foyer et que le congé parental, il est rémunéré 400 € par mois. Vous avez un foyer à faire tourner et une famille et des charges. Bah, évidemment, le plus gros salaire, il va primer. Donc, bon, c'est un mélange de perso et de politique aussi. Et c'est là où je trouve que l'État devrait proposer des solutions autres pour les parents. C'est pas qu'une affaire, c'est pas qu'une affaire personnelle en fait, tout ça. Il y a Non, mais je suis d'accord plein de avec toi. voilà, sur ce qu'on pourrait changer dans l'administratif et dans l'État pour permettre d'avoir des couples plus égalitaires. Parce que vous Ouais. pouvez avoir un conjoint qui a toute la bonne volonté du monde. Parfois, en fait, voilà, l'administration et l'État, dans la façon de faire ses calculs et dans une logique très sexiste et patriarcale, vont vous rattraper. Voilà. Alors, moi, Donc là, ça, j'ai une question un peu plus personnelle. C'est avec tout ton travail et ton engagement et tes livres, est-ce que ça a changé quelque chose, toi, dans ta vision du couple et dans ta vision d'une possible maternité? Est-ce qu'après avoir étudié ça, tu vois, tu te je dis, non, mais moi, je n'aurais pas ouais, d'enfant, ou alors ouais, tu arrives à cloisonner les deux. Enfin, tu vois, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment une question que ça fait ouais. longtemps que j'ai envie de te la Non, mais poser. je rigole parce qu'en effet, tu mets le doigt sur quelque chose d'important. C'est-à-dire que moi, donc, ça fait 9 ans que je suis en couple Ouais. avec un homme. Donc, enfin, par exemple, tu vois, sur la maternité, moi, j'aimerais avoir des enfants. Enfin, on a envie d'avoir des enfants. Et tu vois, sur la question du timing, moi, mon métier, c'est d'interviewer des femmes sur leur vie, sur la réalité. Et c'est à la fois hyper intéressant et c'est un immense privilège pour moi à titre personnel, parce que c'est comme si je pouvais avoir une preview de ce qui pouvait arriver dans la vie, tu vois. J'ai pas encore d'enfant, mais j'ai écrit tellement d'articles sur la maternité, la conciliation vie privée, vie pro, la parentalité, que tu sais, c'est comme avoir 10 C'est des 000 red teasers, quoi. flags autour de vous, avoir 10 000 red flags. Et du coup, voilà, quand je parlais du timing, c'est que avec mon conjoint, quand on en parle, je lui dis, mais toi, tu as un travail, tu es salarié, moi, je suis freelance. En fait, le jour où on aura un enfant, mais moi, j'ai peur de me faire manger. Il dit, mais Lucille, pourquoi tu imagines toujours le pire? Tu imagines les problèmes là où il n'y en a pas? Pourquoi tu penses à ces choses-là? Tout va bien se passer. Je fais, mais tout va bien se passer, mais tu n'entends pas ce que moi j'entends. Tu n'entends pas tous les témoignages de femmes qui pourtant sont de ma génération et sont des femmes féministes ou du moins très conscientes de l'égalité, voilà, ou même qui n'étaient pas féministes parce qu'elles se disaient non mais le féminisme c'était bien il y a 20 ans, maintenant il n'y a plus de problème, et qui en fait à l'arrivée d'un enfant mais se prennent un iceberg droit devant, quoi, tu vois, et que leur conjoint continue d'avoir la vie qu'ils ont toujours eue et qu'elle en fait elle s'adapte, tu vois, et voilà, et c'est choquant. Moi, je vais avoir 33 ans, tu vois, c'est pas, enfin, bref, génération années 80-90. On pense qu'on est au-dessus de ça, mais on n'est pas forcément. Donc moi, je dis à mon conjoint, tu n'entends pas ce que j'entends. Ouais. Voilà. Après, c'est super parce que c'est comme si j'avais tu vois, comme si j'étais en stage d'observation et que je voyais tout ça. Et c'est vrai qu'à la fois, déjà, ça nous permet de beaucoup en parler, tu vois. Et puis, bon, vu mon travail, vu si tu veux, mes thématiques de prédilection, lui, bah, il m'entend parler de tout ça. Il sait, enfin, tu vois, en fait, il sait qui je suis. Ouais. Voilà. Il sait qui je suis. Et du coup, moi, enfin, je ne sais pas comment dire. Après, je ne vais pas lui faire une déclaration d'amour ici, mais Bah, pourquoi pas? Attends, on l'a jamais vu ça dans le podcast, voilà, non, mais mais il essaie pas de me modifier, il essaie pas de, tu vois, il m'accepte full package entièrement avec mes convictions, avec tout ça, avec tout ce discours.
Et j'ai envie de dire, enfin, encore heureux, tu vois, ça ne Mmh. devrait pas sembler fou. Mais je sais que voilà, c'est Ouais. parfois rare d'être accepté dans son entièreté. Donc voilà, donc moi, enfin, si tu veux, sur ma vision du couple et tout, moi, ça m'a plutôt. En fait, tu vois, après la sortie du livre, on m'a dit, mais du coup, est-ce que ça n'a pas compliqué les choses dans ton couple? Je fais, mais non, en fait, moi, ça m'a conforté dans l'idée que j'étais avec la bonne personne parce que, parce qu'elle m'accepte comme ça et elle célèbre mon travail, elle me soutient. Enfin, tu vois. Donc non, c'est pas du tout en opposition. Après, sur la maternité, enfin sur la parentalité, moi, je trouve ça génial qu'on ait tellement de témoignages maintenant de femmes, enfin que la parole se soit libérée, tu vois, Ouais. qu'on entende toutes les difficultés, qu'on puisse parler de ça et casser ce tabou-là. Après, c'est vrai que du coup, c'est hyper flippant, en fait. Ouais, complètement. C'est terrorisant. Donc, c'est super de parler du postpartum, des difficultés, des inégalités. Enfin, tu vois, je participe à ça, donc je ne vais pas dire le contraire. Mais tu vois, parfois, moi, je rêve d'un podcast sur à quel point c'est drôle d'être parent. Bon, peut-être que c'est pas du tout drôle, tu vois. Moi, j'ai pas d'enfant, donc peut-être que c'est un peu voilà, abusé de dire ça. Mais j'imagine qu'il y a plein de situations où tu te marres parce que tu es dans des trucs absurdes, couverts de vomi et que l'enfant fait ci ou ça. Et Ouais. qu'avec ton conjoint aussi, j'imagine que ça peut être un sujet, enfin un sujet, des situations où tu es tellement fatigué qu'en plus, enfin, tu vois, Oui. il y a des choses, j'imagine qu'il y a des choses absurdes, tu vois, qui peuvent se passer et que du coup, ça peut être drôle. Voilà, il faut de tout, il faut de tout. Il faut tous les témoignages, les difficultés, les bonheurs, les rires, tu vois. Donc, voilà. Et avec tes amies, tes copines filles, est-ce que le fait justement que tu sois à fond dans ces sujets-là, que tu écrives beaucoup, est-ce que Mmh. tes copines vont avoir tendance à te dire mais toi, comme tu fais ça, tu dois savoir? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'elles te Hem, sollicitent? Est-ce que tu vois? non, elle me sollicite pas. Moi, enfin, je sais pas trop, tu veux dire qu'elles vont me demander, Oui, est-ce que tu es si la c'est normal référence en tout fait? ça? Est-ce que ton travail, comme tu dis, tu interviews énormément de femmes, de spécialistes par rapport à ça, tu écris des livres Mmh, là-dessus dans ta mmh. vie. Donc là, tu as super bien répondu et Mmh. merci de t'être livrée par rapport à ton conjoint. Après, par rapport à tes amis, j'imagine que tu as des amies filles donc qui vivent aussi ces Ouais. situations-là. Est-ce que c'est des sujets que vous évoquez du coup ou pas forcément Ouais. parce que tu as ces deux parties que tu peux cloisonner quoi, en mode vie pro et avec tes copains, tes copines, c'est différent. Non, moi, je peux pas. En fait, le truc, c'est que vu que mon travail, voilà, il concerne le travail, la vie personnelle. Enfin, tu vois, moi, j'ai voulu être journaliste dans la presse féminine parce que c'était le seul endroit où on pouvait parler de la vie privée et de soulever, en fait, en quoi c'était aussi des sujets de société. Et donc, en fait, enfin, voilà, le personnel est politique. Quand on parle de choses qui sont parfois méprisées ou regardées avec condescendance comme des sujets de bonne femme, moi, je trouve que c'est des sujets qui m'intéressent le plus parce que ça veut dire tellement plus que ça. Donc en fait, ça fait un mélange et parfois, moi, j'ai du mal à à couper quand j'ai des amis qui vont me raconter des choses. Elles vont pas venir vers moi en disant: «Lucile, tu es, une experte, dis-moi quoi». Non, ça se passe pas comme ça, c'est plus elles qui vont me raconter leur, enfin voilà, on partage nos vies et Dieu merci, les femmes se parlent entre elles. Ouais. Je pense qu'elles se parlent beaucoup plus que les hommes entre eux et on a cette richesse-là et les amitiés féminines sont quelque chose de tellement important qui ont, moi, été mais fondamentales dans ma vie. Donc en fait, quand elles vont me parler de leurs histoires, moi, je peux pas m'empêcher parfois de puiser, en fait, dans ce que je sais dans les statistiques, par exemple, pour dire: «Mais tu sais que ça, en fait, c'est pas un cas particulier». Où tu te rends compte que, 72 des tâches domestiques sont faites, où tu te rends compte que, après la naissance d'un enfant, voilà, il y a tel pourcentage de couples qui se séparent ou tu te donc en fait, ça permet d'ajouter du background, si tu veux. Après, j'espère ne pas être, si tu veux, l'ami, un peu relou, qui va toujours te dire: «Mais tu sais, les inégalités, c'est pas» et parfois je me retiens parce que je suis là, mais en fait, moi, je suis, voilà, on est entre amis, on est là pour s'écouter. Moi, je suis là pour être en empathie et pas mener une révolte, militante, contre les diktats de la société. C'est pas l'endroit. Ouais. C'est pas l'endroit, c'est D'accord. pas la place. Mais
voilà, parfois, j'essaie quand même de glisser du contexte pour montrer l'ampleur de ça. Et ce que je trouve merveilleux aujourd'hui, c'est qu'en fait, les ressentis qu'on avait tendance à beaucoup individualiser ou à dire non, mais c'est ton cas particulier et tout. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec la libération de la parole sur voilà, sur les violences conjugales, sur les violences sexuelles, sur le postpartum, maintenant sur l'argent et le couple, on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas isolé, et du coup, il y a l'effet du nombre. Et pour ça, voilà, les réseaux sociaux, on peut leur trouver plein de défauts, mais merci pour ça, parce que le nombre, il a toujours été là, mais il n'était pas forcément entendu. Quand tu es dans des, voilà, par exemple, les médias, bah non, c'est des sujets de bonnes femmes. Donc, tu allais juste parler de ça dans la presse féminine. Là, les réseaux sociaux, c'est un haut-parleur XXL qui fait que si tout le monde parle, on ne peut pas nous ignorer. On ne peut pas continuer de nous ignorer. Donc ça, je trouve ça, voilà, moi, je trouve ça merveilleux que les femmes se parlent et qu'on soulève tous ces sujets-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent moins seules. Moi, j'étais surprise parce qu'à la sortie du livre, je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de réactions de résistance, de dire mais non, mais pourquoi tu as une vision comme ça du couple, c'est vilain, c'est vilain de compter, tu vois le mal partout, tu chipotes sur la contraception, sur la charge esthétique et tout. Et en fait, non. Il y a eu, je sais pas, c'est des choses qu'on maîtrise pas, c'est le timing, Ouais. c'est l'air du temps. Tu vois, moi, je savais pas qu'il y avait autant de livres sur le couple hétéro qui allaient sortir en cette rentrée 2021. Et c'était merveilleux parce que du coup, ça montre que ça devient un sujet dont on peut parler. Et en fait, j'ai reçu plein de messages de femmes qui me disaient mais merci, voilà, vous avez mis des mots sur quelque chose que j'arrivais pas à exprimer, où je me sens moins seule, où ça va me permettre d'en discuter avec mon conjoint. Moi, j'étais ravie parce que quand on écrit un livre, c'est une expérience très solitaire. Et en plus, avec un tel parti pris, voilà, ce que le couple hétéro coûte aux femmes en demandant en 4e de couverture, le couple est-il une arnaque? Je me suis dit, bah, moi, je vais m'en prendre plein la figure. Ben, en fait, non. Quel conseil tu donnerais alors, c'est peut-être dur pour toi, mais si tu devais donner 3 conseils aux femmes en couple hétéro. Bah, en fait, on me pose souvent cette question et il y a des choses qu'on peut faire à son échelle individuelle. On peut repenser le coût de la contraception. Est-ce que Ouais. monsieur ne peut pas participer? On peut réfléchir à son budget. Est-ce que c'est vraiment juste de faire 50-50 quand il y a Non, 42% d'écart de salaire en moyenne? mais tu Est-ce que sais le que prorata moi, je fais partie ouais, de ces personnes-là. Pendant longtemps, j'étais en mode 50-50. Et pourtant, je fais partie de ces bah oui. personnes qui lisent. Et en fait, j'ai découvert, ouais, ça fait quelques années où en fait, je me suis dit, mais en fait, non, quoi. Enfin, Mais en fait, on va arrêter de oui. faire 50-50 parce que je gagne moins que mon conjoint Bah oui, et en fait, c'est voilà. absolument pas Donc, juste. quand tu fais 50-50 alors que tu gagnes moins et qu'en plus tu fais plus de tâches domestiques et que tu gères plus les enfants, donc c'est pour ça que tu vas pas prendre un travail avec des gros horaires, enfin tu te dis, mais attends, on marche sur la tête. Donc, voilà, on peut faire au prorata, donc voilà, de ce que chacun gagne. Après, le prorata, parfois, il y a ce que j'appelle l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que c'est la personne qui va gagner le plus, qui va donner le là du niveau de vie. Quand tu es avec quelqu'un qui gagne beaucoup plus que toi, bah, peut-être qu'il ne voudra pas faire des vacances au camping, mais aller à l'étranger, donc il va payer plus. Mais après, tu vas te sentir redevable. Donc, tu vas faire plus la vaisselle. Donc, en fait, ce n'est pas une vraie égalité. Ouais, Voilà. Bon, il y a des fois où ça se passe très bien aussi, hein, mais je ne ouais. peux pas. Voilà, le monde n'est pas obscur. Mais donc, bon, repenser le budget, surtout reconnaître la valeur du travail de chacun pour le couple. Voilà, s'il y en a un qui fait des horaires pas possibles alors qu'il n'aime pas trop son travail pour amener un bon salaire, ok, très bien, c'est important de le reconnaître, mais c'est aussi important de reconnaître le coût d'opportunité pour la personne qui adapte sa carrière aux problématiques familiales. Et du coup, c'est important d'anticiper des mécanismes de reconnaissance, de valorisation, vu que l'État ne valorise pas le travail domestique et que moi, je trouve qu'il y a quand même là-dessus un désengagement, c'est-à-dire qu'on va dire aux femmes, oui, mais vous avez décidé de vous arrêter pour vous occuper de vos enfants. Ok, mais on manque de crèche, on manque d'assistante maternelle. Donc, quand vous n'avez pas de place en crèche et que vous n'avez pas de solution, bah, vous prenez le congé parental, payez 400 €. Donc, au bout d'un moment, c'est hypocrite aussi de dire oui, mais bon, les femmes choisissent. Bah, non, parfois, Non, non. et puis en plus, tu as aussi ce côté hyper insidieux où en fait, quand bien même tu as une place en crèche ou tu as une nounou, il faut libérer ces personnes-là.
Donc, en fait, Mm. s'il faut être à 17h30 ou à 18h, Mais oui, mais bien et en sûr. gros, il Bien y en a un qui va dire: «Ah bah non, mais moi, je peux pas partir du boulot, c'est trop tôt pour moi». Et en fait, tu regardes sûr. dans les faits et tu l'as vu, c'est que dans les faits, en fait, c'est beaucoup plus les hommes qui vont dire: «Ah non, mais moi, je peux pas, mon boulot, je peux pas». Alors Je qu'en peux fait, une pas, j'ai une femme va réunion à dire voilà. 18h30. Bah, ok, bah, moi je vais annuler. Bah, moi aussi, mais du coup, je vais l'annuler, tu vois. Ouais, Et c'est ça, exactement si tu ça. veux, c'est pas. En fait, il y a des choses qu'on peut faire à son échelle individuelle. Moi, je tiens notamment à attirer l'attention des personnes qui nous écoutent sur le fait que quand on n'est pas marié, on a le droit à rien en cas de, voilà, de séparation ou après le décès de la personne. C'est-à-dire que la pension de réversion, l'héritage, c'est que pour les gens mariés. Voilà. Moi, je ne suis pas pro-mariage particulièrement, mais je veux dire, en l'absence d'un autre système, il faut aussi penser à ça. Ouais, Parce que moi, il y a plein de personnes de ma génération qui ne sont pas mariées ou qui sont pacsées ou qui sont mariées en séparation de biens et qui pensent que tout va aller comme par magie. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est dans ces systèmes conjugaux qu'on ne fait pas moins de surcharge domestique, qu'on ne va pas continuer d'adapter sa carrière et tout. Sauf que voilà, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, bon, bah, ils étaient dans une répartition hyper stéréotypée de madame est au foyer, monsieur travaille. Donc, c'est pas enviable. Enfin, voilà, c'est mieux d'avoir le choix, hein, on est d'accord. Mais ils étaient en communauté de biens. Donc, ça veut dire que tout appartenait aux deux. Tu vois, il y avait pas. Voilà. Mais à partir du moment où les femmes sont entrées dans le marché du travail, on a dit bon, bah, elles peuvent travailler. Bon, bah, du coup, c'est chacun pour soi. Et puis, on fait comme si on avait les mêmes, comme si l'égalité des chances, tu sais, existait au travail. Donc, on peut faire des choses à son échelle individuelle. Moi, je trouve ça capital de rappeler que le changement, il doit venir de l'échelle collective, de la société, du politique. Quand tu as le d'accord. monde du travail aujourd'hui qui est formaté pour des gens qui n'ont pas à s'occuper de leurs enfants, qui n'ont pas d'enfants à aller chercher à 17h. Tu vois, c'est ça. Ah bah non, je ne peux pas annuler ma réunion, j'ai une réunion à 18h30. Mais pourquoi il y a une réunion à 18h30 Ouais. en fait? Donc, il faut que le monde du travail, il change. Il faut que les règles de l'État aussi, elles changent. Voilà, bon, des gens qui sont pas... Vous pouvez très bien verser la pension de réversion à des couples pacsés, en fait. Qu'est-ce que ça coûterait de mettre juste cette option-là? Vous pouvez mettre en place un congé paternité égal au congé maternité. Enfin, tu vois, ça, Complètement. c'est quand même un truc aberrant. Donc, on me dit, oui, mais quand même, les pères ont 28 jours. Mais Non, mais c'est surtout, 28 jours c'est que facultatifs et c'est 7 jours exactement. obligatoires. Et les femmes ont 8 semaines obligatoires. Ouais. Donc là, on n'est pas dans. En quoi il y en a un qui serait plus parent que l'autre? Et moi, je ne comprends même pas que les hommes, ça ne les énerve pas, ou du moins, Ouais. ils ne le disent pas plus ouvertement. Bon, après, c'est d'autres. Eux, ils sont empêtrés dans d'autres stéréotypes et tout. Cette conversation, du coup, sur le couple hétéro, le coût de tout ça, c'est favorable aux femmes, mais aussi aux hommes. Parce que les hommes aussi sont empêtrés dans certains stéréotypes liés à l'argent et au travail. Dont il y en a plein qui seraient ravis de pouvoir, tu vois, un peu ôter cette chape de plomb et tout. Après, bon, on peut les plaindre. La différence, c'est qu'eux, ils ont quand même toujours les moyens d'avoir le choix. Que quand tu gagnes plus d'argent, voilà, bah, tu ne vas pas te poser la question deux fois sur est-ce que je claque la porte ou pas. Que je peux voilà, reprendre ma liberté quand tu as de l'argent et que tu as une carrière pleine, des droits au chômage, des droits à la retraite et tout. Voilà, il n'y a pas ce genre de dilemme. Donc, il faut quand même aussi remettre les choses dans les bonnes proportions. Mais je pense que les hommes bénéficieraient vraiment à aussi avoir cette conversation et est-ce qu'en fait, les couples aient beaucoup plus de flexibilité dans leur modèle de vie. Mais là, quand tu parlais de la carrière, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a une étude de la Harvard Business Review qui est sortie récemment et qui disait que même encore aujourd'hui, les hommes ont tendance à penser que leur carrière est plus importante que celle de leur conjointe, même pour les Mm. générations, c'est-à-dire ceux qui sont nés, enfin, tu vois, je veux dire, 10 ans, 10 ou 15 ans après toi. Et ça, c'est quand même encore assez fou de se dire que encore aujourd'hui, même les jeunes générations, les hommes ont encore tendance à penser ça. À ton Mm. avis, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ça veut dire que ça vient de l'éducation, ça... Ah Comment ouais, on peut ah faire bah oui, changer? oui. Ouais. Ah bah oui, ça vient de l'éducation. Alors après, il y a le pragmatisme de je suis celui qui gagne le plus. Donc la famille est plus dépendante de mon salaire que de celui de ma conjointe. Donc on va prioriser ma carrière. Voilà, c'est pragmatique. On n'a pas de place en crèche. Qui s'arrête pour être payé 400 euros? Bah, celui qui gagne le moins. Bon, dans 75% des couples, c'est la femme qui gagne le moins, donc le calcul, il est vite fait. Donc il y a l'approche pragmatique. Après, tu as l'approche plus culturelle de te dire c'est quand même la carrière de l'homme qui est la plus importante, parce que là, on est dans des stéréotypes où
Tu vois, plutôt, je disais, une bonne femme hétéro, elle est belle, elle est apprêtée, elle recherche, voilà, ce qui est important, c'est d'être aimée. Bon, penchons-nous sur le bon homme hétéro, tu vois. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas parler de ses émotions, qui va être responsable, qui va être dur, qui va rechercher la puissance et le pouvoir, qui doit être en charge de l'argent, qui doit être en charge, qui doit être le chef de famille, et qui est tourné vers l'extérieur. Tu as toujours eu ce truc de, voilà, l'homme, c'est le ministre de l'extérieur et la femme, le ministre de l'intérieur. Haha, la vieille blague pourrie qui ne fait rire personne. Enfin, du moins pas moi. Mais, voilà. Donc, si tu veux, il y a aussi ces représentations-là et qui se traduisent partout. Dans les films, dans les séries. Bon, là, il y a quand même beaucoup de choses qui changent dans les codes de l'audiovisuel, donc c'est bien, mais on est toujours avec des représentations, tu vois, un peu à la Mad Men, quoi. Enfin, c'est triste. Mais même des femmes ont intériorisé ça. C'est-à-dire que moi, j'ai, tu vois, une amie qui venait d'avoir un enfant et son conjoint, qui n'aime pas son travail, disait: ah, mais moi, j'adorerais m'arrêter plusieurs mois pour m'occuper de notre enfant. Ouais, fais-le. Voilà. Oui, alors fais-le. Mais elle, en fait, réagissait en disant: ah, mais quand même, ça me gênerait un peu que je sois la seule à aller travailler et de rentrer à la maison et de voir mon mec avec le bébé et de pas, tu vois, Ouais. voilà, cette projection-là l'a dérangée. D'accord, ouais. Donc, c'est aussi, c'est là où Il y a c'est des trucs à culturel. déconstruire des deux côtés, quoi. Voilà, moi, je ne pense pas que les hommes soient juste des machistes basiques de se dire quand même, je suis un homme, donc ma carrière prévaut. Je pense que ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe, c'est des représentations, c'est du sens du devoir qu'on a. Ça dépend aussi de notre famille, voilà, des images avec lesquelles on a grandi et qui fait que tous et toutes, qui fait que même pour des femmes, c'est compliqué de se dire je vais être la principale pourvoyeuse du foyer pendant que mon conjoint est à temps partiel parce qu'il s'occupe des enfants. Et ça, moi, j'avais écrit sur les couples où la femme gagne plus que son conjoint, 25% des couples. Et parfois, c'est pas bien vécu. C'est pas bien vécu entre eux parce qu'on a l'impression qu'elle lui a mangé son précaré, alors qu'ils ont fait la même école, ils ont fait voilà, un peu, ils sont dans le même secteur et tout. Quand même, elle gagne plus que lui, c'est un peu humiliant. Et même quand c'est bien vécu à l'intérieur du couple, l'extérieur, l'entourage vient toujours vous rappeler que c'est quand même un peu une anomalie, quoi. Ouais. C'est un peu alors t'es un peu un homme entretenu, voilà. Ouais, c'est quand même elle qui porte la culotte. Enfin bon, voilà. Donc je pense qu'on est tous responsables de ces représentations-là, voilà, dans les choses qu'on projette, les petites remarques qu'on fait. En parlant des représentations, je crois que je sais plus, c'était cette semaine ou la semaine dernière, tu as fait un post sur Instagram, non, c'était il y a quelques semaines, où tu parlais justement d'en parler en introduction toutes les deux en off. Moi, c'est un post que j'ai beaucoup aimé, où tu parles de Miranda Presley, qui est jouée par Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada, qui est donc en gros la Anna Wintour au sein d'un magazine de mode américain. Et ce que j'ai aimé dans ce post, justement, c'est que tu dis que en fait, Miranda Presley, elle est badass. Badass, ça veut dire que en gros, c'est elle justement qui détourne les codes, qui ne se laisse pas faire. Et explique-nous, tu raconteras mieux que moi, pourquoi ce personnage, toi, t'a plu, et explique-moi aussi ce que tu m'as expliqué en off, c'est-à-dire le torrent de réactions que tu as eues qui t'ont quand même pas mal surprise. Ouais, alors, ouais, peut-être pas un torrent, mais c'est vrai qu'il y a eu des réactions un peu surprises. Alors, bon, déjà, pour commencer, moi, j'ai vu ce film 10 000 fois Moi aussi. et je l'adore, donc voilà, ça me fait toujours rire. Et en fait, c'est vrai qu'à force de le voir, il a quand même 15 ans, je crois, enfin, quand j'ai vu la date Ouais, il date du de film. 2000, je crois que c'est 2005. Je crois que c'est 2005. Ouais, bon, voilà, là, bon, ça fait un peu mal. Ouais. Et en fait, c'est vrai que moi, plus je le voyais, en fait, moi, j'adorais ce personnage. Je disais, mais elle est hyper badass, en fait. Elle se fiche d'être validée ou pas par les autres. Elle bosse, elle est exigeante, elle est certes pas dans l'affect, mais elle est quand même dans une forme de méritocratie intéressante. C'est-à-dire que si vous bossez bien, eh ben, vous montez. Voilà. Et c'est un peu les meilleurs gagnent, entre guillemets. Mais bon, voilà. Le monde du travail n'est pas toujours un endroit
méritocratique. Hein. Enfin, moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque et de plus en plus. Et donc, c'est vrai que ça me fait un peu rire quand on parle notamment des quotas en disant oui, mais du coup, est-ce que la compétence… Non, mais depuis quand la compétence parce que là, tous les hommes avec les cheveux gris qui sont dans le COMEX, ils sont là que parce qu'ils sont compétents et pas parce qu'ils se ressemblent tous les uns les autres. Enfin, bref, il y a l'hypocrisie. Donc, bon. Donc, moi, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'en fait, elle ne s'excuse pas d'être exigeante. Elle ne va pas chercher l'amour des autres. Elle manage son temps et elle n'est pas là à être dans ce management maternalisant, à dire j'écoute mes équipes, je les prends par la main. Voilà. C'est très bien de faire ça. Je ne dis pas que son management est idéal, mais elle a, en fait, elle ne s'excuse pas d'être là, quoi. Et ce qui est choquant, c'est à quel point ce personnage, il est caricaturé. Où on va dire c'est une femme dragon, cœur de pierre, une terreur qui terrorise ses équipes. Mais évidemment, si c'était un homme, il n'y aurait pas du tout ça. Et en fait, je trouve que la fascination pour ce personnage de la femme dragon, de femme de pouvoir, froide et tout, ça dit presque beaucoup plus de choses que Miranda elle-même. Ouais. La façon dont on l'aperçoit comme une femme de pouvoir qui, du coup, est menaçante et ne voit pas les choses voilà, et comment dire, déréglées, quoi. En fait, il y a quelque chose qui dérange. Donc, moi, c'est vrai que j'ai voulu faire, c'était un peu rendre justice à Miranda. Donc, vu que j'ai cette chronique de coaching pro pour le média Welcome to the Jungle, donc une chronique qui s'appelle Badass, pour expliquer aux femmes comment ne plus être les gentilles filles sages, lutter contre le syndrome de l'imposteur, de la bonne élève, arrêter de s'excuser, tout ça. Je me suis dit, mais en fait, il faut absolument rendre à Miranda ce qui revient à Miranda et dire qu'en fait, elle est badass. Elle a plein de défauts aussi, évidemment. Elle a pas de tact, elle parle mal aux équipes parfois. En termes d'horaire de travail, d'implication au travail, on est très loin du droit du travail à la française. Donc, c'est un film américain, je remets dans le contexte. Donc, Oui. je ne dis pas que c'est la meilleure personne au monde, mais je trouvais qu'elle était quand même inspirante sur beaucoup de points parce qu'elle connaît sa valeur, elle est stratège, elle pense à elle a l'amour du travail bien fait, l'exigence de voilà, une expertise. Donc voilà, donc j'ai fait ce papier-là, j'étais très contente parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont très bien réagi. Et puis, bon, j'ai eu quelques remarques, on va dire, des commentaires, des messages en mode oui, mais quand même, c'est un peu… faudrait quand même avoir un rôle modèle qui ne soit pas écrasant, qui ne reprenne pas tous ces codes virilistes où il faut harceler les gens, où il faut écraser les uns les autres. Ça serait mieux de prôner la bienveillance, l'empathie, l'écoute et tout. Et là, j'étais là, ok, d'accord, mais en fait, à quel moment on peut arrêter de se responsabiliser pour la morale générale? Ouais, je suis À d'accord. quel moment on a le droit juste de penser à soi et d'essayer d'améliorer sa vie sans mettre des enjeux tout le temps de… Enfin, bref, du coup, ça m'a inspiré un deuxième papier pour la chronique sur, voilà, en fait, entre faire la révolution, mettre de l'empathie, de la bienveillance, refuser d'entrer dans le jeu du monde du travail ou être dans le coaching pro, être dans l'affirmation de soi, être dans l'empowerment, on n'a pas à choisir. On n'a pas à choisir. On a le droit de tout avoir. On a le droit de penser à soi. Les femmes, elles gèrent déjà tellement de choses, tellement d'injonctions, tellement de double, de triple, de quadruple journée. Et que je trouve que parfois, on est toujours là à mettre des enjeux de morale, à dire oui, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est… Donc, en fait, il faudrait faire quoi? Il faudrait ne pas calculer soi-même sa valeur, ne pas demander d'augmentation parce qu'en fait, on devrait prôner la transparence des salaires. Tu Non, vois, mais en plus, je trouve que c'est souvent les femmes qui mettent la pression aux autres femmes par rapport à ça. oui, Et ouais, ça, c'est ouais. vraiment ce côté, comme tu dis, un peu cette idéalisation de… donc, si tu arrives à ce poste-là, il faut que tu sois, il faut prôner, il faut montrer, il faut s'occuper des autres, il faut… Mais même avant d'arriver à ce poste-là, Ouais. tu vois, moi j'ai l'impression que parfois on va s'apesantir en disant oui, mais quand même, est-ce que tu vois, par exemple, ce truc du syndrome de l'imposteur, oui, mais est-ce que je postule parce que j'ai pas 100% des compétences? Bah ok, bon bah postule, parce qu'en fait un homme va quand même Oui, postuler ouais. à 60% des compétences et va pas se poser la question. Et du coup, en fait, il faudrait s'auto-flageller, de se décomplexer, parce qu'en vrai, il faudrait vraiment que les gens soient 100% compétents pour postuler à un poste. Bon. Bon, bah, on va rien changer. Après,
je sais que le monde du travail, il est dur pour des femmes, parce qu'il est inadapté à l'égalité. Et que voilà, parfois on est dans des dilemmes impossibles, mais en fait, en ce qui concerne le coaching pro, ce qu'on peut faire à son échelle, pour moi, c'est jamais mal de gagner confiance en soi, euh, d'être plus exigeante vis-à-vis des autres, parce qu'au travail, on est aussi dans ces formes de je veux être appréciée par mes collègues, je veux pas qu'on me juge, je veux pas qu'on pense du mal de moi et tout, voilà. Donc c'est quand même bien de gagner confiance en soi, de s'affirmer, d'être un peu badass. Ça ne veut pas dire reproduire les codes, écraser, discriminer des gens qui viennent d'avoir des enfants, embaucher que des gens qui nous ressemblent, voilà, faire des blagues sexistes, ça ne veut pas dire tout ça. Mais je trouve qu'à chaque fois, mettre les deux en opposition, là, se dire ah bah, je ne vais pas faire le réseautage parce que c'est des trucs de copinage et c'est pas moral. Et en fait, il faudrait que le réseautage, ça n'existe pas et qu'il y ait juste de la méritocratie partout. Bon, voilà. En fait, on peut faire de sa vie une œuvre militante et du coup ne pas bouger. Voilà. Ou on peut essayer d'améliorer sa vie comme on peut. Et celles qui sont plus dans le militantisme, moi, je leur dis bravo, voilà, c'est très bien. Mais parfois, il faut aussi avoir les moyens de faire ça. Ouais. Et quand on dit il ne faut pas faire comme les hommes, alors déjà, bon, le coaching pro, être badass, pour moi, ce n'est pas du tout faire comme les hommes. Mais il faut plutôt faire la révolution. Ouais, mais en fait, on n'a pas toujours les moyens de faire la révolution. On ne les a pas encore. Les femmes au travail n'ont pas les moyens de faire la révolution. Donc, on invente des nouvelles façons de travailler. Voilà, c'est le livre de Céline Alix qui dit merci, merci, mais non non merci. merci. Donc, ouais. Voilà, comment au travail aussi, il y a des femmes qui se lèvent et qui se cassent et qui deviennent entrepreneuses et qui deviennent freelance parce que le monde du travail est inadapté. Et il y a plein de mères qui sont obligées de faire ça. Et voilà, que ce n'est pas toujours un choix. Donc après, c'est bien d'arriver à le valoriser. C'est voilà, du coup, je suis ma propre chef, je suis entrepreneuse et tout. Il ne faut quand même pas oublier mais là aussi, c'est un énorme challenge. Précarisation. Mais voilà, complètement. en fait, le contre-coup de ça, c'est que ça va être beaucoup plus compliqué quand même. Et que surtout, est-ce que ça va changer les choses? Pas forcément. C'est pas forcément la révolution, parce que le monde du travail, il a roulé sans les femmes pendant des décennies et il continuera. Et donc, si vous dites, je me lève et je me casse, ok, mais la fête va continuer en fait. Enfin, la fête, la fête de ces messieurs, si je puis dire. Donc, voilà, moi je trouve ça injuste de se surcharger, d'avoir cette charge morale, de toujours être droite, toujours être dans le juste. Bon, faut vivre aussi et arrêter. Parce que, en fait, le résultat de tout ça, c'est qu'on est paralysé, qu'on est toujours là à se dire est-ce que je fais la bonne chose et que l'égoïsme est encore quelque chose qui nous est interdit. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien dire aux femmes en ce qui concerne le travail. Soyez prétentieuses, soyez plus égoïstes, soyez plus exigeantes vis-à-vis des autres. Parce qu'on est déjà loin du compte, en fait. Donc voilà, être plus égoïste, ça ne va pas forcément dire devenir égoïste et individualiste et écraser les autres. Voilà, on part quand même de 20 mètres plus tôt. Donc voilà. D'accord. Lucile, on va passer aux petites questions de la fin. Ouais, je parle. Mais... Pardon. Non, mais c'est très intéressant. Qui me passionne, donc j'ai un peu du mal à étant donné que tu es journaliste, j'imagine que tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde, qui fait des portraits de femmes, et qui pose cette question. Je ne serais pas arrivée là si. Alors, à ton tour de compléter cette phrase. Tu ne souffles pas, s'il te plaît. Non, je ne souffle pas. Alors, en fait, il y a deux choses qui me viennent assez spontanément. Sur le livre, on va dire, je ne serais pas arrivée là si j'avais pas eu le soutien de mon conjoint. Parce que, voilà, alors j'aurais peut-être écrit ce livre à d'autres moments de ma vie, en d'autres circonstances et tout. Et en fait, je trouve ça compliqué parfois de dire ça parce qu'on a toujours l'impression que du coup, tout le mérite lui revient à lui, alors que non, c'est moi qui ai écrit le livre. Mais je veux dire, j'ai quand même quelqu'un avec qui je fais ma vie qui m'encourage à ça. Et là, c'est un peu le premier truc qui me vient. Et puis après, le deuxième, c'est que je ne serais pas arrivée là si j'avais pas... je pense que c'est vrai pour tout le monde. Si en fait, on n'avait pas connu toutes ces difficultés, toutes ces inégalités et d'avoir parfois la clairvoyance aujourd'hui, il faut être passé par des choses plus difficiles. Voilà. Et bon, ces choses-là, maintenant, je ne peux pas les remercier, mais c'est l'expérience de la vie. Donc, voilà, il y a du... Ouais. Qu'est-ce qui t'anime ?
Bah, la colère. Très bien. La Alors, colère, parce que ça, c'est le alors la colère, c'est souvent quelque chose, on dit que c'est assez péjoratif et que c'est pas bien et en plus pour les femmes, c'est pas bien. Pour moi, c'est super la colère, c'est un vrai révélateur, c'est un peu mon essence, c'est je dirais. hallucinant, Même si c'est un gros ouais, point commun qu'on a ensemble, toi et moi. Moi j'ai ouais, trouvé mon pourquoi, enfin, ce ouais, qu'on appelle le why dans la ouais, colère. ouais, voilà, exactement. Là où il y a la Ouais. colère, c'est qu'il y a des bonnes raisons en général et c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et il y a du feu. Moi, j'utilise souvent cette expression du feu. Là où il y a la colère, il y a du feu et moi, c'est vrai que j'ai écrit le livre, j'étais hyper en colère. Je crois que c'était pas facile tous les jours de vivre avec moi. Mais c'est ça qui, voilà, qui produit. D'accord. Maintenant, je me sens moins en colère. Je me sens un peu plus soulagée, mais j'ai toujours voilà, l'indignation, la colère. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de Fille? Et ben, du coup, parce que j'ai écouté quelques épisodes de Genre de Fille et tout, donc j'ai réfléchi à ça et je me suis dit que j'allais pas non plus chercher midi à 14h. Ce qui m'est venu en premier, c'est que j'aimerais bien t'écouter toi, Ah, du coup. Parce que ouais. moi, voilà, enfin, j'aimerais savoir pourquoi tu as voulu faire Genre de Fille, quel est ton parcours et je trouve que c'est aussi chouette de connaître la personne qui interviewe toutes les autres et voilà, donc ça serait plus ouais, de la curiosité de mieux te connaître, toi. D'accord, mais ça arrive. Enfin, je sais pas, mais je vais faire un épisode où je vais parler. Ça va être Eh ben bizarre, super! mais Bah, écoute, si tu veux quelqu'un pour t'interviewer, je eh peux ben, t'aider. écoute, pourquoi pas. Bah écoute, non, non, mais si, je retiens. Parce que ça va pas être facile de parler toute seule au micro. Donc, Et Ouais. la dernière question, quel genre de fille es-tu, Lucille? Bah, j'ai envie de dire énervée du coup, mais bavarde, je parle trop, enfin je parle trop. J'ai du mal à faire des phrases courtes. Ouais, je suis une genre de fille, ouais, énervée, mais pour moi, c'est voilà, ça a des qualités aussi, on va dire. Je suis complètement Passionnée d'accord avec peut-être. toi. On peut le traduire comme ça Ouais. aussi. J'ai du mal à baliser, un peu, tout ça. Voilà. Mais bon, mais c'est plutôt une grande richesse, je trouve, donc ça va, je le vis bien. D'accord. Merci beaucoup, Lucille, pour cet échange. Et pour les auditrices et les auditeurs, parce que je ne désespère pas d'avoir des auditeurs, vous Ah, pouvez retrouver tous ces bons conseils et surtout tout le détail dans ton livre. Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, aux éditions Les Liens qui libèrent. D'accord, voilà, c'est ça. Les liens Voilà, qui libèrent, c'est un joli nom. Merci beaucoup, exactement. Lucille, et je te dis à Eh ben, bientôt. merci pour cette invitation et à bientôt. J'ai hâte de t'entendre. Ouais. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!